Imaginez un festin au milieu d'un château médiéval ou un simple dîner dans la hutte d'un paysan. Au Moyen Âge, la nourriture jouait un rôle clé dans la vie quotidienne. Et tout comme aujourd'hui, les gens se demandaient ce qui est sain et ce qui ne l'est plus. Le monde de l'époque ne connaissait ni les vitamines, ni les bactéries. Mais les gens essayaient tout de même d'éviter les plats qui les rendraient malades, ou qui pourraient les faire tomber malades. Ils mangeaient aussi souvent tout ce qui était disponible. La frontière entre la nourriture et le poison était alors très fine. Dans cette vidéo, vous apprendrez à quoi ressemblaient les aliments malsains au Moyen Âge. Nous révélerons comment les fast-foods de rue dans les villes d'alors menacèrent la santé, quelles étaient les tromperies dans les cuisines et tavernes, et quelles conséquences la surconsommation des riches avait sur leur santé. Vous découvrirez aussi les horreurs que représentèrent les famines, lorsque des personnes désespérées devaient se tourner vers des plats, à la limite de l'édibilité. Enfin, nous relirons les découvertes historiques à notre époque, et vous verrez que certains problèmes alimentaires sont éternels. Dans quelques instants, nous plongerons ensemble dans les cuisines, marchés et salles de banquets médiévaux, et nous dévoilerons les secrets des plats malsains de l'époque. En Europe médiévale, l'idée de ce qui profitait ou nuisait au corps était différente. Les médecins et savants de l'époque se basant sur la théorie antique des 4 humeurs corporelles, le sang, le flegme, la bile jaune et la bile noire, et croyaient que l'alimentation influençait l'équilibre entre ces humeurs. Chaque aliment était considéré comme chaud, froid, humide ou sec, et la santé dépendait prétendument de la bonne combinaison. Par exemple, un vin fortement épicé ou le gingembre chauffait l'estomac, selon eux, et aidait à mieux digérer des plats lourds, tandis qu'un excès de plats froids et humides nuisait à la digestion. Au Moyen Âge, on considérait par exemple que les fruits et légumes crus étaient vraiment malsains. Nous les voyons aujourd'hui comme sains et riches en vitamines, mais on craignait alors que les fruits crus causent des maladies. Un manuel anglais de 1500 prévient: évite les salades vertes et les fruits crus, car ils feront tomber malade ton maître. On croyait que des vapeurs nuisibles se cachaient dans les légumes crus et que les fruits non cuits pourrissaient dans le corps. Presque tout était donc plutôt cuit ou au moins ébouillanté. Les herbes et les fanes étaient en certes utilisées, mais plutôt comme condiments ou remèdes que comme salade crue. On mettait aussi l'accent sur la modération. L'Église et les médecins mettaient en garde contre le péché de gourmandise. Manger à l'excès était considéré comme moralement mauvais et physiquement malsain. Par exemple, le grand théologien Thomas d'Aquin a même critiqué les repas trop précoces, petit déjeuner copieux, comme une faute contre la tempérance. Les nobles omettaient souvent le petit déjeuner et ne mangeaient que 2 fois par jour, pour prétendument ne pas surcharger leur estomac. L'idéal de santé résidait donc dans la modération et l'équilibre, mais la réalité était tout autre. Les pauvres mangeaient ce qu'ils pouvaient, et les riches se lâchèrent souvent lors des banquets. Nous verrons bientôt comment ces principes se manifestaient, ou non, dans la pratique de la conservation des aliments, et quels pièges se cachaient dans l'alimentation ordinaire. Les gens du Moyen Âge n'avaient ni réfrigérateur ni congélateur, ils devaient donc conserver la nourriture autrement. La viande était séchée, fumée, fortement salée ou marinée dans des barils. Les légumes étaient fermentés ou salés dans la choucroute. Ces méthodes permettaient de survivre à l'hiver, mais comportaient aussi des inconvénients. La viande ou le poisson très salé durait des mois, mais était dur, sursalé et lourd pour l'organisme. Si quelqu'un ne mangeait presque que du hareng salé et du pain dur, il risquait d'avoir des problèmes de santé dus à l'excès de sel et au manque de légumes frais. Les maladies de carence alimentaire, comme le scorbut, manque de vitamine C, touchaient non seulement les marins, mais parfois aussi les gens sur la terre ferme, durant de longs hivers où le régime restait monotone. Un autre risque était la détérioration des aliments. Sans réfrigération, la viande tournait très rapidement. Ce qui n'était pas tout de suite mangé devait être salé ou fumé. Et même alors, une erreur ou de la chaleur suffisait à gâter la viande.
Les gens se fiaient à leurs sens. Si la nourriture puait vraiment ou devenait visqueuse, ils la reconnaissaient comme avariée. Mais ce qui n'était pas expressément pourri était considéré comme consommable. Le seuil de ce que l'on pouvait encore manger était alors bien plus bas qu'aujourd'hui. Du pain rassis ou de la bière légèrement aigre étaient des choses tout à fait normales, et personne ne s'en plaignait, du moment que cela calmait la faim. Aujourd'hui, nous qualifierions de nombreux plats d'alors de risques sanitaires, mais pour nos ancêtres, l'important, c'était de tout utiliser, sinon la famine menaçait. Pour améliorer le goût et masquer partiellement les premiers signes de détérioration, les cuisiniers utilisèrent beaucoup d'épices. Il existe un mythe selon lequel les précieuses épices orientales servaient principalement à masquer l'odeur de la viande avariée. C'est exagéré. Les épices qu'Oyak était rendre trop chères pour être gaspillées sur de la nourriture avariée. Elles servaient plutôt à relever le goût et à afficher un certain prestige. Le poivre ou l'ail pouvaient toutefois masquer un léger mauvais goût et faciliter la digestion. Les paysans comptaient aussi sur le sel et la fermentation. La choucroute ou les cornichons résistaient longtemps, et leur acidité empêchait la décomposition totale du plat. L'eau posait aussi problème. L'eau pure était quasiment jamais bue, car elle pouvait être contaminée. Les gens constataient qu'en buvant de l'eau brute, ils souffraient souvent de diarrhée ou de fièvre. On buvait donc à la place de la bière légère, du vin coupé d'eau ou de l'hydromel. Même les enfants buvaient ce que l'on appelait petite bière, à faible teneur en alcool. L'alcool dans la boisson tuait au moins une partie des germes, rendant donc une chope de bière plus sûre qu'une cruche d'eau. Mais la consommation quotidienne d'alcool avait ses effets. Bière et vin apportaient beaucoup de calories supplémentaires et causaient une légère déshydratation. L'accoutumance à l'alcool était alors si courante que les gens n'en avaient même pas conscience. Pourtant, le choix était clair. Boire de la bière était le moindre mal par rapport à boire de l'eau contaminée. Il n'était donc pas facile, au Moyen Âge, de conserver les aliments non avariés, et les gens mangeaient souvent des choses qui ne passeraient pas les normes d'aujourd'hui. Mais qu'en était-il de ceux qui ne pouvaient même pas cuisiner chez eux, et devaient compter sur la nourriture de rue? Nous jetterons bientôt un œil à l'agitation des marchés et des tavernes médiévales, et verrons à quoi ressemblait le fast-food de l'époque, et les dangers qu'il cachait. Les rues d'une ville médiévale ne seraient rien sans l'odeur de la nourriture émanant des marchés et des tavernes. Pour de nombreux citadins, il était plus simple et parfois nécessaire de manger dans la rue. Les citadins les plus pauvres n'avaient souvent pas de cuisine ni d'argent pour le bois de cuisson. Artisans et journaliers logés en chambre n'avaient pas la possibilité de cuisiner du tout. Ainsi est née la classe des cuisiniers de rue et des échoppes, proposant des plats prêts à être consommés, un véritable fast-food médiéval. Dès le XIIe siècle, les chroniqueurs décrivent des échoppes très animées à Londres. Selon le témoignage de Guillaume Fitzstephen sur la rive de la Tamise, des boutiques proposaient chaque jour des plats selon la saison. Voyageurs et locaux y achetèrent des tourtes à la viande chaude, des galettes fourrées, des crêpes ou des gaufrettes, et les rapportaient chez eux, la version take-away de l'époque. On retrouvait des scènes similaires à Paris, Venise ou Prague. Les rues étaient rondes pleines de stands de pain, de bouillie, de marrons grillés, ou même de poissons frits. Pour la misère et les voyageurs, la nourriture de rue était un salut contre la faim, mais sa propreté et sa qualité étaient douteuses. Les corporations et autorités municipales surveillaient certes la qualité. Par exemple, au XIIIe siècle, de lourdes amendes ou l'expulsion de la ville menaçaient les bouchers parisiens, qui vendèrent de la viande avariée. Pourtant, la malhonnêteté prospérait. Les sources révèlent que certains cuisiniers de rue mettaient en péril la santé des clients. En Angleterre, vers la fin du XIIIe siècle près de Norwich, des fabricants de saucisses furent surpris à utiliser de la viande de porc malade impropre à la consommation. On a aussi découvert qu'ils faisaient cuire et revendaient des tourtes à la viande vieille de plusieurs jours et commençant à sentir, simplement pour ne pas perdre de marchandises. Les plaintes sur la nourriture avariée émaillaient toute l'Europe. À York, par exemple, les règlements interdisaient la vente de viande cuite après 24 heures, suivant l'abattage, et sanctionnaient la vente de pâté fourré avec de la viande avariée.
Pourtant, certains cuisiniers enfreignaient ces règles à plusieurs reprises. Les tromperies existèrent même dans les détails. Certains faisaient pour y passer leur pâté de bœuf pour du gibier, d'autres utilisaient des abats bon marché au lieu de la viande dans les galettes. Pas étonnant qu'un adage soit né. Dieu envoie la viande, mais le diable envoie le cuisinier. Cela reflétait l'amère expérience, que la nourriture pouvait être un don de Dieu, mais une mauvaise préparation pouvait en faire une malédiction. Pourtant, les clients affamés ne pouvaient souvent pas résister à un dîner de rue rapide et bon marché. Risque ou pas. Le fast-food médiéval nourrissait, mais exposait aussi à de graves intoxications alimentaires. À titre de comparaison, le fast-food moderne nous nuit plutôt à long terme, par l'excès de sel, de graisse et de sucre. Dans quelques instants, nous découvrirons que les escroqueries ne concernaient pas que les vendeurs de rue. La tromperie et les contrefaçons santé se trouvaient même dans les aliments courants. L'alimentation n'était pas non plus saine, à cause d'un autre problème, la falsification des denrées. Déjà à cette époque, il y avait des commerçants qui pour le profit trompaient la qualité des aliments. Par exemple, le pain, base de l'alimentation, était souvent l'objet de tromperies. Les boulangers savaient que les riches voulaient du pain blanc de blé, tandis que les pauvres mangeaient du seigle foncé. Certains filous mélangeaient donc de la farine de blé avec des ajouts bon marché, pois châtaigne séchée ou même de la craie moulue, pour le rendre plus volumineux et plus blanc. Ce pain avait une moindre valeur nutritive et pouvait causer des troubles digestifs. Pourtant, les clients ne s'en rendaient souvent pas compte, et préféraient manger ce qu'ils avaient, plutôt que risquer de mourir de faim. Les villes essayaient de lutter contre de telles pratiques. Il y avait des règles de corporation et des lois définissant le poids et le prix de la miche. Celui qui trichait sur le poids ou utilisait de la mauvaise farine risquait le pilori ou une amende. Pourtant, les archives montrent que les boulangers fautifs n'étaient pas rares. On trichait aussi sur la bière et le vin. Les brasseurs diluaient parfois la bière à l'eau pour en avoir plus, ou ajoutaient des herbes bon marché au lieu du houblon coûteux. Les vins étaient assemblés à partir de plusieurs barils, et souvent également coupés à l'eau. Certaines fraudes étaient carrément toxiques. On connaît des cas où l'on utilisait du sucre de plomb, acétate de plomb, pour sucrer un vin aigri. Cela le rendait plus savoureux, mais empoisonnait lentement le consommateur avec des métaux lourds. À l'époque, personne n'imaginait pourquoi les buveurs de vin bon marché souffraient de convulsions étranges ou de paralysie. Même les denrées raffinées étaient falsifiées. Les épices moulues étaient souvent allongées. Le poivre était coupé à la cendre ou à la farine, le safran précieux avec des fleurs jaunes ordinaires. Le miel était allongé au sirop, le lait à l'eau. Les gens du Moyen-Âge n'avaient pas accès à des tests de laboratoire, mais avaient quelques astuces. Par exemple, ils démasquèrent le lait allongé, à la façon dont il coulait sur l'ongle. Mais le plus souvent, ils faisaient confiance à la réputation du vendeur, ou n'avaient tout simplement pas le choix. Bref, au Moyen-Âge, on ne savait jamais si l'aliment n'avait pas été frelaté. Tandis que les pauvres souffraient de cela, ne recevant pas pour leur argent des nutriments complets, voire parfois même du poison. Les riches couraient un autre risque gastronomique, le luxe et l'excès. Dans un instant, nous pénétrerons dans les salles de banquet des riches pour découvrir les conséquences sur la santé des festins somptueux. Le Moyen-Âge évoque l'image de festins opulents. Des tables croulent sous les cochons rôtis, les perdreaux, les gâteaux et les cruches de vin. Ces banquets étaient l'apanage des rois, des nobles et des riches bourgeois, et bien que les ingrédients étaient présents et de première qualité, le danger résidait dans l'excès même et dans la composition des plats. La noblesse adorait la viande, tandis que les paysans en mangeaient rarement. Les seigneurs en consommaient tous les jours. Bœuf, mouton, gibier, volaille ou poisson, souvent en grande quantité. Les aristocrates mangeaient relativement peu de légumes, qu'ils considéraient comme nourriture de pauvres ou simple accompagnement. Le résultat de ce régime carnivore était une foule de troubles digestifs, ballonnements, constipation ou coliques biliaires. Les médecins de l'époque notaient que beaucoup de nobles souffraient de maladies d'excès.
comme on dirait aujourd'hui. Un énorme problème était aussi la consommation d'alcool. Lors des banquets, le vin et l'hydromel coulaient à flots. L'Église condamnait l'ivresse, mais dans l'intimité des salles de banquet, on buvait souvent jusqu'à perdre connaissance. Le foie et, de manière générale, la santé des riches s'en ressentait, même si la médecine d'alors ignorait la notion de cirrhose. La maladie la plus célèbre liée à la gourmandise était la goutte. Cette arthrite douloureuse était surnommée la maladie des rois, car elle touchait surtout les seigneurs au régime riche en viande et vin. De nombreux hommes illustres du Moyen-Âge en souffraient, par exemple le roi tchèque Venceslas IV ou les ducs de Bourgogne, et les chroniques de l'époque décrivent leurs douleurs articulaires qui les clouaient parfois au lit. Les médecins conseillaient de moins manger et boire, mais tout le monde ne les écoutait pas. À la fin du Moyen-Âge, les tables nobles s'enrichirent de plus de douceur. Le sucre restait cher, mais on utilisait largement le miel et les fruits secs. Gâteaux sucrés, massepains et fruits confits devinrent de véritables délices des classes supérieures. Cela conduisit à une hausse des caries dentaires. Les découvertes archéologiques montrent que les aristocrates du XVe siècle avaient bien plus de caries que les paysans. Il se disait même que les dents noires étaient le signe de ceux qui mangeaient beaucoup de friandises, une amère contrepartie du luxe. Les riches donc souffraient souvent de maux différents de ceux des pauvres, tandis que le paysan pouvait souffrir de faim et de malnutrition. Son seigneur s'empiffrait lors des fêtes. La gourmandise était dénoncée comme péché, et des récits satiriques mettaient en garde contre les excès de table. Mais cela ne décourageait pas grand monde. La tentation de la bonne chère était plus forte. Certains grands seigneurs mangeaient jusqu'à l'inconfort. On raconte même que le roi Henri Ier d'Angleterre serait tombé gravement malade, voire mortellement, après s'être empiffré de ses anguilles préférées. De tels cas rappelaient que même un roi n'est pas à l'abri des conséquences d'une mauvaise alimentation. Pendant que la noblesse festoyait, le peuple, lui, était souvent affamé. À quoi ressemblait l'alimentation en temps de famine ou de guerre, lorsque rien n'était disponible? C'est ce que nous verrons tout de suite. Pour la plupart des gens du Moyen Âge, la menace majeure n'était ni l'obésité ni la goutte, mais la faim ordinaire. Quand une mauvaise récolte, une guerre ou la peste survenait, les réserves s'amenuisaient et les temps devenaient durs. Les famines revenaient régulièrement en Europe médiévale. Lors de ces périodes, tous les principes d'alimentation saine étaient oubliés. On mangeait littéralement tout ce qui se trouvait sous la main, sans égard au goût ou au risque. Les chroniqueurs décrivent l'horreur de la grande famine de 1315 à 1317. Les gens réduisaient en farine des glands, de l'écorce, mangèrent de l'herbe, des feuilles, de la paille. On cuisait des galettes à partir d'un mélange de grains et de sciure. Beaucoup de gens affamés mouraient quand même, car ces substituts n'apportaient pas assez de nutriments ou provoquaient des troubles intestinaux. Des récits venus de France relatent que dans l'estomac des morts, on trouvait du foin et des mauvaises herbes. Les désespérés remplissaient leur ventre de tout et n'importe quoi, juste pour calmer leur faim. En désespoir de cause, même les tabous tombaient. On mangeait chiens et chats, et il se murmurait même des cas de cannibalisme. Ces extrêmes étaient rares, mais la simple évocation de tels actes montre à quel niveau de désespoir la famine conduisait. Encore plus insidieuses étaient les intoxications dues aux céréales moisies. Quand le grain sain semblait épuisé, on moulait même celui contaminé par l'ergot, champignon parasite. Le pain fait de cette farine provoquait des intoxications de masse appelées le feu de Saint-Antoine. Après en avoir mangé, les gens avaient des convulsions, du délire, et leurs membres brûlaient de gangrène. Au Xe siècle, ce genre d'empoisonnement aurait tué des dizaines de milliers de personnes en France. Pendant longtemps, personne ne sut que le coupable était un champignon du seigle. Tout était attribué à un châtiment divin ou au mauvais air. Même après la fin de la famine, la santé restait menacée. Les corps affamés étaient fragilisés, et lorsqu'ils se remplissaient soudainement, ils risquèrent la mort par suralimentation.
L'organisme ne pouvait pas absorber soudainement une grosse quantité de nourriture après une longue privation. Les famines laissaient une population épuisée, vulnérable à la maladie. Les années de famine révèlent le côté extrême de l'alimentation médiévale. Les gens se nourrissaient même d'aliments complètement inadaptés ou nocifs, simplement pour survivre. À côté de ça, les excès quotidiens des festins riches ou des snacks de rue semblent presque inoffensifs. Que pouvons-nous en retirer aujourd'hui? C'est ce dont traitera la dernière partie de notre histoire. Le récit de l'alimentation malsaine du Moyen-Âge est fascinant, mais vous vous demandez peut-être ce que cela a à voir avec aujourd'hui. Étonnamment beaucoup. Les riches et les pauvres d'hier comme d'aujourd'hui font face à des problèmes alimentaires différents. Au Moyen-Âge, le pauvre risquait sa vie à cause de nourriture avariée ou falsifiée, tandis que le riche ruinait sa santé avec l'excès de viande, de vin et de douceur. Aujourd'hui, les populations à faible revenu mangent souvent moins bien. Fast-food bon marché rempli de calories, ce qui mène à l'obésité et d'autres maladies. Les plus aisés peuvent surveiller leur nutrition, mais la tentation de trop manger ou de grignoter est toujours là, comme au Moyen Âge. Les questions de sécurité alimentaire restent également d'actualité. Les villes médiévales tentèrent de contrôler les marchés et de punir les boulangers ou bouchers malhonnêtes. Aujourd'hui, nous avons des inspections sanitaires et des normes strictes. Et pourtant, même de nos jours, des scandales éclatent avec des aliments toxiques ou frauduleux. Rappelons l'affaire récente dans laquelle de la viande de cheval a été vendue comme du bœuf dans des plats surgelés. Un principe de fraude très similaire à celui du Moyen Âge, seule la technologie a changé. La différence, c'est qu'aujourd'hui, grâce à la science et à la loi, nous pouvons détecter et résoudre ces problèmes, alors que nos ancêtres étaient souvent impuissants. L'alimentation et la sécurité alimentaire se sont aussi énormément améliorées. Grâce à la découverte des vitamines, personne ne souffre plus du scorbut, car nous savons comment le prévenir. Grâce à la réfrigération et à l'hygiène, il est rare de manger par accident de la viande avariée et d'en mourir, ce qui était courant au Moyen Âge. Les famines ont pratiquement disparu, du moins dans notre région du monde. Nous avons une variété d'aliments dont les médiévaux n'auraient osé rêver. Paradoxalement, nous faisons face à d'autres défis. Une épidémie d'obésité à la place de la faim, un excès de sucres et de produits chimiques dans la nourriture au lieu des grains toxiques. Au final, il est clair que ce que nous mangeons détermine la santé de chaque époque. Les histoires médiévales d'aliments malsains peuvent nous alerter et nous inspirer. Elles montrent clairement les conséquences d'une qualité alimentaire médiocre ou d'un excès de certains aliments. Et nous pouvons être reconnaissants de vivre aujourd'hui à une époque où il nous est possible de manger varié, sain et sûr, si nous le désirons. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si cette présentation vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à partager. À la prochaine!